Bonjour à tous. Alors avant de commencer, merci à Élodie Lemoine et à Madame Lange, je n'ai pas retenu votre prénom, Laura Lange, de me convier à cette réflexion stimulante. Alors vous avez déjà beaucoup travaillé, vous êtes un peu dur d'ailleurs de terminer sur la mort avant le week-end, sur la mort provoquée. Alors moi je vais déplacer un petit peu la réflexion sur la mort comme provocation. C'est-à-dire que je vais me situer un petit peu en amont. Pourquoi ? Eh bien parce que justement la mort provoquée m'apparaît, d'un point de vue anthropologique, je vais vous l'exposer, m'apparaît comme une esquive de la dimension provocatrice de la mort. Dimension provocatrice de la mort sur le plan des représentations, sur le plan des imaginaires socioculturels. Il est assez étonnant de voir aujourd'hui qu'on dit de moins en moins de quelqu'un qu'il est mort. On dira quoi ? On dira qu'il n'est plus là. On dira qu'il est parti. On dira qu'il nous a quittés. On dira qu'il a disparu. C'est intéressant ça, au niveau de nos imaginaires. Ça veut dire que la mort, on la conçoit comme un départ ou comme une disparition. C'est-à-dire que la mort, on la conçoit sur le mode de l'absence. Il était là, il n'est plus là. Il est parti. C'est étonnant ça, parce que finalement, on se rend compte, si on creuse un petit peu ces imaginaires, ces représentations culturelles, ce qui est le propre de l'anthropologue, on se rend compte que le n'être plus de la mort devient le n'être plus là. Alors ça, on perçoit très vite le désarroi pour nous vivants de penser le n'être plus. Ça nous paraît inconcevable de penser en étant, de penser le n'être plus. Donc il est beaucoup moins difficile de penser la mort sur le mode du n'être plus là. Et là, on va avoir beaucoup, souvent de références, mais ça c'est pas le propre de notre monde actuel, mais beaucoup de références finalement sur des représentations spatiales de la mort. La mort, c'est cet au-delà. C'est finalement, la mort, c'est ce qui est plus loin. On dit d'ailleurs du mort qu'il est un trépassé. Le mort, trépassé, étymologiquement, ça veut dire dépasser. Le mort, c'est celui qui a franchi un seuil. Donc vous voyez, on est dans des représentations très géographiques, très spatiales de la mort. Je voudrais porter votre attention sur le fait que envisager la mort comme une absence, c'est aussi esquiver la question que la mort pose aux vivants. Pourquoi ? Eh bien parce que, évidemment, on se rend compte que la mort n'est pas une absence comme une autre. Alors je vous disais, on parle du mort comme quelqu'un qui a disparu, on parle du mort comme quelqu'un qui est parti, et on parle en fait de moins en moins de la mort, et de plus en plus de la fin de vie. Fin de vie apparaît comme moins violent. D'ailleurs, on résiste à dire de quelqu'un que c'est un mourant. On dira que c'est une personne en fin de vie. Une personne en fin de vie, ça s'apparenterait finalement à cette idée que la vie est un parcours et qu'on est à la fin du parcours. On est à la fin de la trajectoire de vie. De la vie qui du coup sera celle d'un individu. Une vie particulière, une vie singulière. En fait, et ça c'est assez important, ce qui semble caractériser notre relation actuelle à la mort, c'est pas forcément qu'elle soit acceptable ou non acceptable, c'est que la mort dans notre société tend à devenir de moins en moins un événement collectif, pour concerner de plus en plus l'individu lui-même. Alors, je vais piquer quelques idées, ça se fait souvent en sciences humaines et sociales, je vais piquer quelques idées à un sociologue de Bordeaux, qui est Patrick Baudry, que vous connaissez sans doute, j'imagine. Patrick Baudry, qui a beaucoup travaillé sur la mort et qui a fait une distinction extrêmement stimulante pour les débats que vous menez ici, une distinction extrêmement stimulante entre la mort et la fin de vie.
Patrick Baudry, c'est quelqu'un qui est un petit peu provoque. Hein. Il va nous dire « la mort n'est pas la fin de la vie ». Alors attention, à entendre ça comme ça, on pourrait se dire « la mort n'est pas la fin de la vie ». Bon, finalement, il conçoit qu'il y a une vie après la mort. Hein. C'est pas du tout ça ce qu'il sous-entend. Il ne fait pas référence à une croyance, hein, en un au-delà, à une vie après la mort. Il veut nous montrer que la mort n'est jamais réductible à la fin de la vie. Pourquoi la mort n'est pas réductible à la fin de la vie ? Eh bien, tout simplement parce que la fin de la vie, on l'entend de plus en plus comme un fait constatable qui est de l'ordre de la terminaison d'un processus. Terminaison d'un processus, la fin de la vie, c'est l'arrêt du fonctionnement du corps. La vie, c'est associé au mouvement, est associé au fonctionnement du corps, et la fin de la vie, finalement, apparaît de plus en plus comme une panne. Le corps ne fonctionne plus. D'ailleurs, on utilise le terme de décès. Le terme de décès nous dit quoi ? Eh bien, nous dit que la mort est de l'ordre de la constatation d'un fait, qu'on appelle le décès. Le décès se réduit donc à un fait qui ne concerne de plus en plus que l'individu. C'est un événement individuel, comme je vous disais, et non un événement social et culturel. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces glissements au niveau des imaginaires. De la mort, on passe à la fin de vie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on se rend compte aussi de cette dimension moins agressive, hein, de cette expression fin de vie. Hein. Derrière, Patrick Baudry nous dit qu'il y a finalement peut-être aussi une volonté de pacifier la mort. Hein. À travers cette notion de fin de vie, de voir la mort comme se réduisant à l'arrêt du fonctionnement du corps. Lorsque le corps s'arrête de fonctionner, la mort survient, et puis c'est tout. Alors c'est une approche biologique, hein, je suis quand même dans une faculté de médecine, il faut que je me méfie, c'est une approche biologique qui est vraie. Hein. Mais ce qui est important, c'est que l'homme n'en reste pas à cette approche biologique. Hein. L'homme n'en reste pas à cette approche biologique. Pourquoi ? Parce que l'homme se situe dans une élaboration de sens autour des événements qui lui arrivent, autour des événements qu'ils soient biologiques. Pour une reprise, on dira en anthropologie, dans l'ordre du symbolique. On voit le glissement possible de cette réduction de la mort à la fin de la vie. Aujourd'hui, il y a un discours ambiant qui veut qu'on n'ait plus peur de la mort. Il s'agit de ne plus avoir peur de la mort. Pourquoi ? Parce que la mort, c'est naturel, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, il ne sert à rien de s'en effrayer. On a presque une approche stoïcienne de la mort. C'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre biologique des choses. C'est ça qui est important. Avec cette idée fondamentale qu'il faut aborder la mort avec sérénité. Sérénité, un mot très à la mode aujourd'hui. Le mot sérénité, petite parenthèse, a remplacé le mot paix. On parle aujourd'hui de sérénité, on ne parle plus de mourir dans la paix. La paix fait toujours référence à un collectif, on est en paix avec d'autres. Là où la sérénité, encore une fois, ramène à l'individu. La sérénité, c'est finalement une paix avec soi-même, une paix intérieure. Donc encore une fois, on voit à quel point on est dans une individualisation de la mort. Il faut aborder la mort avec sérénité. C'est une espèce de nécessité actuelle, d'impératif actuel, d'aborder la mort avec sérénité. Cette confusion actuelle entre la fin de vie et la mort peut alimenter un fantasme. La maîtrise de la mort par la maîtrise de la fin. Et là, on en arrive au sujet qui nous intéresse, la mort provoquée. C'est-à-dire que si on conçoit la mort comme la fin de la vie, on peut faire de la mort une fin prévisible, une fin programmable, une fin aménageable. On va être dans une approche extrêmement technique, finalement, à travers la fin de vie de la mort, dans une approche médicale de la mort. En fait,
sous couvert d'humanisation, on parle beaucoup d'humanisation de la fin de vie, on va rechercher à maîtriser la mort, et en fait on va rechercher à éviter ce que la mort suscite dans le collectif. Qu'est-ce que la mort suscite dans le collectif ? Eh bien, elle suscite le désarroi, elle suscite le vacillement de la parole, hein. Elle suscite finalement quelque chose que l'on ne peut réussir à penser, que l'on ne peut réussir à cerner. Elle incarne quelque chose qui par essence nous échappe, hein. Aucun agir d'ordre technologique peut répondre à cette expérience du désarroi dans laquelle nous plonge la mort. Alors aujourd'hui, la grande question pour un mourant, c'est quoi ? Je pense qu'on en parlera après aussi avec la question des soins palliatifs. La grande question pour un mourant, c'est comment bien mourir ? Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Comment bien mourir ? Bien mourir, aujourd'hui, c'est mourir dans la dignité. Alors, petite parenthèse, c'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, il y ait des débats, même des débats politiques, sur le mourir dans la dignité, et qu'il n'y ait quasiment aucun débat sur le vivre dans la dignité. La question de la dignité se pose à partir du mourir, et non pas du vivre. Ça peut paraître quand même assez curieux. Comment est-ce qu'on conçoit la dignité ? Pour nous, c'est quoi la dignité humaine ? Eh bien moi, quand on parle de dignité humaine, on a souvent 3 mots qui reviennent. Ces 3 mots, vous les entendez, je pense, à longueur de journée. Qualité de vie, autonomie, conscience. Alors, il me semble que c'est vraiment les 3 mots qui, aujourd'hui, font le nœud de la question de la dignité. C'est-à-dire que nos représentations de la dignité soulèvent l'importance que le choix revêt à nos yeux. Ce qu'il est important, c'est de pouvoir choisir. La dignité, c'est de pouvoir choisir. Est-ce que ce pouvoir de choisir est liberté ? Je n'en suis pas sûr du tout. Ça n'engage que moi, mais je n'en suis pas sûr du tout. Pourquoi ? Parce que je pense que ce pouvoir de choisir alimente davantage un imaginaire de pouvoir sur la vie. Aujourd'hui, nous devons choisir notre vie. On a des imaginaires très forts là-dessus. Réalisation de soi, développement personnel. Nous devons choisir notre vie. Nous devons choisir notre vie jusqu'au bout, c'est-à-dire que nous devons aussi, de plus en plus, cette idée émerge, choisir notre mort. Donc la mort provoquée apparaîtrait presque dans ce contexte de représentation, la mort provoquée apparaîtrait presque comme une sorte de liberté réaffirmée face à la mort, face à la fatalité de la mort. Ce qui est important de garder à l'esprit là, c'est que dans cette approche-là, on évacue totalement la mort comme énigme. La mort comme énigme, c'est-à-dire la mort comme point d'échappement de nos existences. La mort comme ce qui nous échappe par essence. La mort comme étant de l'incontrôlable, comme étant de l'inconnu, de l'imprévu, de l'incertitude. Je crois que Élodie Lemoine réagira là-dessus. Donc le mourir digne, c'est quoi ? C'est une mort, ça vous le savez, où l'homme reste maître de lui-même. Reste maître de lui-même, pleinement autonome et conscient, c'est-à-dire libre de partir avant que les choses ne se détériorent, libre de partir avant que les choses lui échappent. C'est cet échappement-là que l'on accepte de moins en moins. Et ces imaginaires de maîtrise de la mort, volent en éclats dans, finalement, l'épreuve de la mort, mais aussi toutes les morts à l'œuvre dans la vie. Toutes les morts à l'œuvre dans la vie, j'entends toutes les épreuves de la vie. Toutes les épreuves de la vie qui sont des formes de mort. Je pense à la douleur, à la maladie, au deuil, je pense aussi au chômage, au divorce, tout ce qui réaffirme finalement que nous ne contrôlons pas notre vie. Tout ce qui réaffirme
à chaque fois ce qui vient brouiller une conception de contrôle et de maîtrise de la vie. Vous connaissez peut-être ce philosophe, Fabrice Adjadj, qui a écrit un excellent bouquin, très très bien écrit en plus, qui s'appelle « Réussir sa mort, antiméthode pour vivre ». Réussir sa mort, antiméthode pour vivre, ça paraît être un plaidoyer pour la mort provoquée, réussir sa mort. Il va se situer à l'inverse. Il va nous dire, nous sommes dans une société où nous devons tout réussir. Nous devons réussir notre intervention. Nous devons réussir notre doctorat. Nous devons réussir notre carrière. Nous devons réussir notre mariage. Nous devons réussir notre divorce faute d'avoir réussi notre mariage. Nous devons réussir notre poulet au curry. Nous devons tout réussir. Il n'y a qu'à voir toutes les méthodes de savoir-vivre qui paraissent aujourd'hui. Allez au rayon développement personnel d'une librairie, et alors là, il y a des recettes partout. Et Fabrice Adjadj s'est dit, eh bien, justement, la mort brouille tout ça. La mort réaffirme, finalement, cet échappement de la vie même. Et c'est parfois au cœur de nos épreuves que se déploie l'être. C'est au cœur de l'épreuve, finalement, dans cette confrontation fondamentale à l'échappement, que se déploie l'être. Fabrice Adjadj, je ne peux pas résister à vous livrer une petite anecdote dont il fait part dans son livre, qui vous montre cette force de nos représentations de la maîtrise aujourd'hui. Il parle d'un richissime industriel italien qui est en train de recevoir l'extrême onction. Alors, vous savez, c'est jamais très bon signe de recevoir l'extrême onction, et qui, donc au moment de recevoir l'extrême onction, s'est écrié en proie à une angoisse monumentale, s'est écrié, mais enfin, je ne peux pas mourir, je suis l'homme le plus riche d'Europe. C'est vous dire à quel point ces représentations de la maîtrise nous travaillent en profondeur, là où la mort réaffirme une démaîtrise fondamentale. Donc finalement, tout ce discours sur la maîtrise de la mort se rapporte à un désir, voire un fantasme, celui de maîtriser sa propre mort. Mais derrière ce fantasme de maîtriser sa propre mort, c'est le fantasme de se maîtriser dans sa mort. Se maîtriser dans sa mort, partir dignement, partir avant que les choses deviennent incontrôlables, avant que l'on ne se maîtrise plus. Et finalement, avant que l'on perde sa dignité aux yeux des autres. C'est ça qui est important, aux yeux des autres. Ma mort doit être pacifiée, elle doit être propre, ça c'est important. Ma mort doit être propre, ne pas se prolonger. Pourquoi ? Eh bien pour ne pas choquer les vivants, pour ne pas scandaliser les vivants. Quelque part aussi, pour ne pas rappeler aux vivants, qui sont des mourants en puissance quand même. Ma mort ne doit pas gêner autrui. Je dois partir discrètement, sans gêner, sans inquiéter les vivants, c'est-à-dire les sortir de leur quiétude de vivant. Pour peu, on en arriverait presque à s'excuser de mourir aujourd'hui. Je vous cite les paroles d'une infirmière qui, au moment de mourir, a dit à propos du personnel soignant, qui est toujours très désemparé finalement, face à la mort. Cette infirmière, donc, était à l'agonie, a dit au personnel soignant, « N'ayez pas peur, c'est moi qui meurs et pas vous. Pardonnez-moi de ne pas savoir faire, c'est la première fois que je meurs. » Donc vous voyez à quel point, finalement, on en arrive presque à s'excuser de mourir, à s'excuser de ne pas se maîtriser dans la mort. On ne maîtrise pas la mort comme on ne se maîtrise pas dans la mort. Il n'y a pas de recette du bien mourir. Vous avez un très très grand livre là-dessus, c'est le Dialogue des Carmélites de Bernanos. Ça va au niveau du timing ? Le sentiment d'indignité. Quand on parle de dignité dans le mourir, on fait forcément référence aussi à l'inverse, à l'indignité. Le sentiment d'indignité, j'insiste là-dessus, parce que ça ne peut être qu'un sentiment. La dignité de l'humain est inaliénable. Tout humain, qu'il soit diminué, ralenti
voire en proie à la démence et à la folie, reste pleinement humain. C'est une valeur inaliénable. Donc l'indignité n'est qu'un sentiment. Et finalement, le regard que les autres portent sur nous et que l'on fait sien, c'est ça le sentiment d'indignité. Eh bien, ce sentiment d'indignité est de plus en plus lié au sentiment d'inutilité de sa vie. La notion de fin de vie parle de plus en plus de la fin de ce que l'on perçoit comme sa raison de vivre. Sa raison de vivre qui finalement irait à l'encontre du sentiment de vivre pour rien. Et ce sentiment d'une vie qui rime à rien est souvent lié au rôle que l'on peut jouer dans un espace social. Ça rejoint un autre facteur de la demande d'euthanasie, la solitude. La demande d'euthanasie n'intervient pas toujours dans des cas d'extrême souffrance comme on peut voir dans les médias, mais il y a énormément le sentiment de solitude, le sentiment de ne plus compter, le sentiment d'inutilité, voire pire que le sentiment d'inutilité, le sentiment d'être une charge pour le groupe. Vous avez tous entendu parler du rapport Sicard sur la fin de vie. Je vous cite un extrait. On trouve dans l'analyse de certaines des demandes d'euthanasie ce sentiment d'indignité, ce sentiment d'inutilité. Voyez à quel point on est dans une conception utilitariste de la dignité. Voire le sentiment de coûter cher et d'être un poids pour les autres. Le contexte de crise, évidemment, n'arrange rien. Dans certaines situations difficiles, on peut être considéré ou se considérer comme mort socialement, avant d'être mort biologiquement, d'où ce malaise provoqué par ces situations, c'est-à-dire une mort incomplète qui retirerait tout le sens de l'existence. Ceci est particulièrement vrai si l'on songe au regard parfois porté sur la fin de vie des personnes atteintes de maladies neurodégénératives évoluées, dont la maladie d'Alzheimer ou de handicap psychomoteur grave. Qu'est-ce qui est anthropologiquement intéressant ici ? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on distingue la mort sociale de la mort biologique. Et la mort sociale intervient avant la mort biologique. Alors ça date pas du rapport Sicard. Louis-Vincent Thomas, un grand anthropologue de la mort, l'avait signalé déjà dans les années 60. Donc finalement, la mort sociale pose la question fondamentalement de la valeur de la vie de celui qui ne fait rien, de la valeur de la vie de celui qui ne sert à rien, de la valeur de la vie de celui qui ne produit plus. On voit encore à quel point on est dans une approche très utilitariste ici. La question de la mort est d'autant plus prégnante aujourd'hui que nos imaginaires de la vieillesse sont de plus en plus travaillés par la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire par la dégénérescence cognitive, ce qui va à l'encontre de la conscience comme dignité de l'humain. Et on parle, pour la maladie d'Alzheimer, de déshumanisation. Il s'agit au niveau éthique de réaffirmer avec force que la dignité humaine est inaliénable, y compris lorsque l'organe symbole de l'humain, qui est le cerveau, je pense donc je suis, ce qui fait l'être, c'est le cerveau, et bien même lorsque l'organe symbole de l'humain est atteint, l'humain garde toute sa dignité de l'humain. Se positionner, j'ai bientôt fini. Non. Se positionner, je vous vois commencer. J'ai l'air angoissée, c'est vrai, pourtant ça va. Se positionner devant la réalité d'un décès, c'est se confronter fondamentalement à l'impensable. Se confronter à l'impensable, se confronter à l'incroyable, se confronter à l'irrecevable. La mort est un événement traumatisant. La mort est une rupture. La mort est un déchirement. Lorsque l'on parle de bonne mort, on fait en fait référence à une injonction de bien mourir. C'est-à-dire bien mourir sans défaillance, sans déchéance, jusqu'au bout, il faut être impeccable. Il faut être dans la maîtrise. En conclusion, je vous citerai une phrase
de mon gourou en ce qui concerne la mort, Patrick Baudry, qui dit « La mort provoque la culture ». Ça, c'est une phrase très importante en anthropologie. La mort provoque la culture. C'est-à-dire que parce que la mort est limite, eh bien, elle nous conduit à définir notre rapport au monde, à élaborer notre rapport au monde. La confrontation à la mort convoque à l'élaboration collective de l'existence. Et ça, c'est la culture. C'est ce qu'on appelle la culture. Et notre humanité, elle est là. Attention, parler d'élaboration de l'existence ne se résume pas à produire des significations autour de la mort, qui alimenteraient finalement le fantasme d'un savoir sur la mort. C'est pas du tout ça. Ce qui est important dans ce processus d'élaboration, c'est moins l'énoncé produit que le processus en lui-même, se situer dans une dynamique d'élaboration, dans un espace d'élaboration qu'ouvre la mort. La mort, c'est l'impensable, je vous le répète depuis le début, la mort, c'est l'impensable par excellence. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas la penser. Regardez, la mort, c'est le lieu le plus fécond de la philosophie, c'est le lieu le plus fécond de la pensée humaine. On a pensé pendant des millénaires la mort et on n'en a rien dit. Mais finalement, notre humanité, on la trouve dans cette confrontation de la pensée à l'impensable. La pensée peut se faire en direction de l'impensable, la pensée peut se faire, j'ai presque fini, la pensée peut se faire en direction du hors-sens, de cet au-delà du sens, et c'est ça qui me paraît important de garder à l'esprit. Je vous remercie de votre écoute.